Et bah, bonjour à tous, bonjour Jaël. Bonjour. Lily. On se voit aujourd'hui, donc Jaël, tu es un designer global et un designer artistique depuis plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu, enfin tu vas surtout nous parler d'un de tes domaines que tu connais bien, qui est le savoir-faire. Le savoir-faire dans le monde du design et surtout répondre à cette question, du danger est-il vraiment réel finalement ou non sur ce savoir-faire. Ce qu'on appelle le danger, c'est évidemment le monde de l'innovation, de l'IA, voilà. Et pourquoi c'est un domaine que tu apprécies en tout cas faire en conférence, puisque tu es un conférencier international. Je sais que tu as fait des conférences à Pékin, etc., sur des domaines de prédilection que tu peux avoir. C'est aussi parce que tu es enseignant dans diverses écoles et aujourd'hui tu es là pour représenter l'école ESDAC, qui est une école d'art et de design. Et bon, je pense que tu te présenteras bien mieux que je ne le fais. Et donc la première question que je me permettrai de te poser, c'est eh bien pour toi, existe-t-il vraiment un danger entre l'innovation et le savoir-faire français, j'ai envie de dire, dans le monde du design? Alors bonjour à tous, bonjour Lily. Alors effectivement, moi je suis directeur artistique, c'est pas designer artistique, directeur artistique et designer global depuis plus de 20 ans. Je suis intervenu sur pas mal de domaines, avec beaucoup l'univers du spectacle, l'univers de l'hôtellerie, l'univers du tourisme, avec l'art de la table. J'ai créé le premier concours d'art de la table destiné à mettre en relation des designers floraux et des orfèvres, des designers de l'art de la table. J'ai travaillé avec le Théâtre du Soleil, avec le musicien, pour tout ce qui est les créations des instruments, la mise en image des créations des instruments, et divers domaines en tant que directeur artistique. Et effectivement, aujourd'hui, la question qui m'amène ici, c'est en tant qu'enseignant, comment aborder avec cette nouvelle génération l'IA, la révolution qu'apporte l'IA, et les nouveaux domaines du design et de l'artisanat, du savoir-faire manuel. Il est sûr qu'il va y avoir un grand changement. L'IA va clairement redéfinir les règles de temporalité sur les actes de création et sur l'accession au savoir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et comme certains collègues, comme Étienne Mineur, qui intervient également en professeur, c'est un sujet dont on parle beaucoup dès l'enseignement. Moi, j'interviens donc à l'ESDAC auprès des bachelors et des masters qui vont devenir des directeurs artistiques. Et donc, c'est un sujet effectivement qui nous occupe beaucoup et qui nous interpelle. Et on va voir plus en détail avec ce que tu vas me poser sur ce que ça va créer, quoi. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, donc on a bien compris que effectivement, tu es, comme on le dit, un designer global, donc c'est assez global. Et cette partie enseignement, est-ce que pour toi, dans les écoles de design, en tout cas les jeunes, les futurs designers, ceux qui souhaitent devenir designers, donc si je ne me trompe pas, ils ont entre 17 ans, on va dire, et puis en master, on va dire à partir de 21, 22, 23, voire plus. Est-ce que pour toi, dans l'enseignement, c'est important d'avoir une notion d'art, de savoir-faire, j'ai envie de dire, de mettre les mains dans le cambouis, en fait, en oubliant l'innovation? Alors, il ne faut pas le mettre de côté, souvent ça fait peur, mais je pense qu'il faut l'intégrer assez rapidement. Par contre, effectivement, l'acculturation, l'approche classique est très importante. Nous, on a à cœur avec nos étudiants, les premières années de bachelor, d'aborder la manière de design et de savoir-faire manuel de manière assez classique et d'aller après vers des nouvelles technologies, plus vers la fin de bachelor et le début du master. Je pense qu'il faut surtout réconcilier deux orientations. On parle souvent de métiers d'art et d'artisanat sur des voies professionnelles et des métiers du design sur les voies d'excellence avec des grandes écoles. Je pense qu'il faut réconcilier les deux et proposer à nos jeunes designers de découvrir les métiers de la main et les métiers artisanaux dès le départ, dès leur apprentissage de design. Et justement, par rapport à ce que tu dis, toi qui es dans diverses écoles, et bon, aujourd'hui on va représenter les SDAC, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'apprentissage sur cette notion d'art avant de rentrer, j'ai presque envie de dire, dans l'essence même d'un métier de designer graphique, de designer produit, etc. Est-ce que, selon toi, les jeunes doivent et ont
suffisamment d'apprentissage dans l'art? Non, à mon sens, non. On va trop tout de suite vers. Il faut savoir que c'est beaucoup plus séduisant d'aller vers les nouvelles technologies, vers l'utilisation de l'IA à travers des logiciels. On a pu voir une dernière révolution avec l'image générative, par exemple, qu'on voit sur Stable Diffusion ou Midjourney, avec Runway, qui permet maintenant de créer des animations et de créer des séquences animées. On va très rapidement pouvoir concevoir des longs métrages et mettre en animation sans avoir eu de connaissances de vidéos, de plans, de montage lumière. Donc ça va révolutionner beaucoup d'approches. Et je pense que pour revenir à une notion importante, il faut revenir à un apprentissage du temps, à un temps long. Je pense que ce qui va s'opposer, c'est une ultra rapidité pour nos jeunes. Et il faut revenir sur peut-être certaines notions de labeur. Et c'est vrai que c'est très séduisant maintenant d'aller vers la rapidité, vers des outils qui sont accessibles. Et beaucoup moins d'apprendre, par exemple, comme en bijouterie, avec un boc-fil, de pouvoir scier droit dans du laiton. C'est quelque chose de très redondant. Oui, ou dans la mode, quand on voit les jeunes filles qui passent des heures derrière leur machine à coudre avant de faire des créations, effectivement, c'est moins reluisant. L'innovation est plus sexy, glamour que l'art, j'ai envie de dire, en apprentissage. Alors, la notion d'art, elle est un peu partout, mais c'est surtout sur les métiers artisanaux qui demandent un savoir-faire de la main. Mais je crois beaucoup, moi, en la rencontre de ces deux métiers-là. D'ailleurs, il y a le prix Liliane Bettencourt qui met en avant plusieurs récompenses sur de l'intelligence à la main. C'est un concours qui est mis en place pour faire reconnaître ces talents-là. Et dedans, il y a une reconnaissance sur les talents et sur le dialogue. Et le dialogue, c'est effectivement des rencontres sur lesquelles on assiste de designers ou de directeurs artistiques avec des personnes auxquelles ils n'auraient jamais pensé peut-être travailler, qui sont des artisans ou des maîtres d'art. Et ça crée des innovations, et ça crée le design de demain. Et je pense qu'il faut encourager, dès l'apprentissage, à échanger avec ces deux mondes-là et ne plus opposer une filière professionnelle artisanale à une filière de design et de métiers digitaux. Je pense qu'il faut fusionner ces deux filières pour arriver avec un profil d'étudiant et un profil de design qui va retravailler la matière tout en utilisant les nouvelles technologies. Et je pense que c'est important. C'est des enjeux de demain parce que ça se perd de plus en plus, la transmission se perd de plus en plus. Et on a besoin de... Et pour rendre sexy un enseignement, il faut effectivement avoir une approche manuelle. Mais je suis assez content parce que vous pouvez le voir d'ailleurs, on expose avec les masters 80 rue de Turenne sur une thématique qui s'appelle le skatist design, le skateboard. Et donc on a proposé plein de visions différentes de cet élément, qui est un élément emblématique d'une culture pop. Et donc les étudiants ont eu à cœur de retravailler, d'aller en atelier, parce que c'est vrai que la chance de l'ESDAC, c'est de proposer, d'avoir à disposition dans son école des ateliers, un Fab Lab, des découpes laser. Et donc on offre la possibilité à nos étudiants de travailler accompagnés de tuteurs, du matériau, et de le transformer. Et là, vous pouvez voir un peu l'étendue de leur travail juste à côté. Alors, je fais de la pub, allez-y, 80 rue de Turenne, bravez les gouttes et allez les encourager. Alors, tu as un petit peu anticipé ma question. Je vais juste, avant de parler de cette exposition, effectivement, où tu as été donc l'enseignant qui a aidé à la construction de la direction artistique d'un thème, effectivement, le skate, qui a été, donc si je me trompe pas, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous avez souhaité redessiner et réinterpréter l'univers culte du skateboard en objet d'art. Et donc, tu l'as fait avec des masters de première année en design graphique, direction artistique, qui rentrent en deuxième année prochainement. Et donc, voilà, tu as anticipé ma question, mais est-ce que tu t'es retrouvé confronté, parce que là, le thème que tu fais sur cette galerie, est-ce que tu t'es retrouvé confronté justement à la génération qui prône l'innovation et la rapidité que tu disais tout à l'heure. Et effectivement, l'objet d'art que tu as voulu prendre est assez culte et assez ancien. Et donc, j'ai pu le voir. Vous les avez entièrement fabriqués, ces skates. Est-ce que tu as été confronté à cette difficulté de faire comprendre qu'il faut faire et que le résultat n'est pas forcément rapide ? Oui, alors pour cette exposition, on a abordé la thématique du skate en dehors de sa fonction usuelle.
on s'est intéressé à l'emblème qu'il représente et à la manière dont il a été utilisé dans différents aspects, différents spectres. Et donc les étudiants sont des futurs directeurs artistiques, donc ils ont dû soit collaborer, ce qui n'était pas évident. C'est vrai que moi j'ai été confronté, les étudiants me disaient qu'ils pensaient qu'ils devaient le faire eux-mêmes et ils n'imaginaient pas une collaboration avec des artisans. Et du coup on assiste à pas mal de belles choses parce qu'ils ont certains collaboré avec des designers, des artisans pour la réalisation de cette exposition et de certains modèles. Donc un vrai mélange entre l'art et le design du coup. Avec les métiers de l'art d'artisanat, ouais, effectivement, et le design. Et c'est vrai que souvent, les jeunes ont du mal à fusionner, à embrasser cette filière. Il y a un réel pont à faire entre le design et l'artisanat. Et c'est vrai que souvent, ils ne pensent pas. Ils pensent que leur métier va être principalement de l'expérientiel, de l'UX, de l'UI, du design, du web. Et lorsqu'ils doivent passer avec un événement un peu figital, parce qu'il y a aussi du numérique, un événement physique, donc décliner la communication et le message communicationnel sur du physique, ils se retrouvent un peu perdus. Et moi, je suis assez content et assez satisfait et fier d'eux. Vous pourrez voir par vous-même ce qu'ils ont réalisé. En dehors du message, ils ont réalisé des pièces en collaborant avec des artisans et d'autres designers. Et ils sont un peu sortis de leur zone de confort et c'est un peu l'objectif de cette mission et de cette collaboration avec la Paris Design Week. Ok. Et donc toi, si on sort du domaine de l'enseignement et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, du thème d'aujourd'hui qui est vraiment est-ce que le savoir-faire, est-ce que l'art est en danger, le design est en danger face à cette innovation, toi, en tant que professionnel, je sais que tu travailles avec différentes marques ou en tout cas entreprises diverses et variées. Est-ce que tu sens que tu as, j'ai presque envie de dire tout le temps, systématiquement, besoin de travailler avec des maîtres d'art ou en tout cas d'aller chercher des experts dans un domaine vraiment d'un savoir-faire pour que toi, en tant que directeur artistique, tu puisses utiliser ça? Ou est-ce que vraiment, parfois, finalement, tu n'en as pas besoin? Non, c'est pas du tout un automatisme. Pour vous expliquer un peu la révolution de ce qu'on vit, par exemple, les sculpteurs sur marbre ont découvert il y a peu de temps un robot en Italie qui s'appelle Torart, qui est une innovation qui permet de sculpter n'importe quelle pièce sur du marbre. Bon, ça, une sculpture, reproduire un Michel-Ange grandeur nature en marbre, avant ça prenait plusieurs mois. Maintenant, ça prend quelques minutes. Donc ça va redisposer complètement, encore une fois, le rapport à la labeur, à l'exercice et au temps. Maintenant, souvent, quand on parle de l'évolution, de l'innovation et principalement de l'IA, parce que tout tourne autour de ça, ça fait peur à plein de métiers traditionnels. Et les gens imaginent un univers dystopique. Je pense qu'il faut aussi le voir comme une boîte de Pandore positif, et ça vous permet d'avoir accès à des choses auxquelles les designers avant n'avaient pas accès, également les artisans. Et je pense que le software maintenant va évoluer énormément. Je pense que l'hardware doit rester humain, et je pense qu'il faut absolument forcer la collaboration, étendre la collaboration avec des corps de métier auxquels on n'aurait pas pensé, pour prolonger et faire survivre un savoir-faire qui de toute façon va être bouleversé par l'invention technologique. On le voit tous les jours en cours, l'innovation avance tellement vite, et je pense qu'il faut redéfinir un programme d'accompagnement pour nos jeunes, pour le design. C'est un enjeu assez important, je me répète peut-être, mais... Oui, et donc toi, en tant que professionnel, dans toutes tes œuvres ou dans tes créations, tu fais appel à des savoir-faire différents, Alors c'est souvent. C'est peut-être plus si à mon âge. Moi, j'aime beaucoup maintenant. Moi, je suis passionné de coutellerie, donc j'ai beaucoup été à Thiers. Et d'ailleurs, à Thiers, beaucoup de gens se plaignent que la transmission ne se fait pas. Il y a des nouvelles marques, des nouveaux concepts comme Jego, l'hyper-personnalisation avec un site absolument formidable. Ouais, dans tous les domaines, que ce soit la joaillerie, que ce soit dans... Il y a énormément de choses à faire, et je pense qu'il faut oser sortir de sa zone de confort et se rapprocher. Et c'est vrai que moi, c'est venu bien plus tard, mais c'est une telle richesse et ça décuple les capacités créatives. Alors justement, c'est sur ça que je voulais t'amener, c'est-à-dire que cette passion finalement de savoir-faire, tu dis qu'elle t'est venue évidemment plus tard. J'imagine que toi-même, il y a des années, quand tu étais étudiant, peut-être que faire de la céramique en cours, c'était peut-être pas forcément ta passion. Comment
on peut donner cette envie aux jeunes aujourd'hui, peu importe les études finalement qui choisissent, mais en tout cas dans le design, comment tu peux leur donner ce goût et au tout début de la conférence, tu parlais de manque de culture. Donc comment on peut donner ce goût et cette culture aux jeunes pour qu'ils comprennent que finalement, oui, avant de fabriquer un couteau, c'est avant tout un objet d'art et il y a un savoir-faire derrière. J'ai pris un couteau, mais ça peut être autre chose. Il faut arrêter de les bassiner avec 4-5 heures de théorie sur des choses comme ça. Il faut les emmener en atelier, rencontrer les artisans. Moi, j'ai emmené plusieurs fois des élèves voir le cristallier Benito, qui est un grand maître cristallier qui transmet son savoir-faire. Et son atelier n'est pas du tout à l'image que se font les gens des pièces qu'il fait, parce qu'il travaille pour Baccarat, il travaille pour des très grands groupes, des grandes fortunes, Hermès, il fait des pièces d'exception, des pièces uniques. Et en même temps, c'est quelqu'un de très accessible, qui aime beaucoup parler de son métier, qui lui a été transmis par son père. Et il fait visiter, il fait essayer, et c'est comme ça que naissent les passions. Et souvent, de faire découvrir ça à des jeunes qui ont une culture et une approche très design produit ou design graphique, ça leur permet d'élargir leur champ de vision et de possibilités d'avenir. Et ça permet peut-être de créer des nouvelles passions, des nouveaux métiers. Donc je pense que c'est important d'ouvrir les ateliers, un peu comme ce que réalise aussi aujourd'hui la Paris Design Week, de fait de rencontrer les designers, d'échanger avec eux, rencontrer des artisans, essayer du matériel, toucher, c'est hyper important. Je pense qu'il faut développer cette approche-là pour que la transmission se fasse de manière naturelle et plus facile. Et toi, quand tu les emmènes en visite, là, comme tu disais, tu sens que tu as des déclenchements de passion, peut-être, je vais dire ça, ou autre. Est-ce que tu sens que c'est ce qu'ils veulent, ou finalement on trouve la même chose sur Insta, sur TikTok, Ils se rendent compte qu'on peut faire un skate en cristal, ouais. C'est-à-dire que ça leur permet d'imaginer un peu de folie. En gros, on va rentrer dans une normalisation de le beau, le parfait, le geste parfait, l'IA va le reproduire. La robotique et l'intelligence artificielle va amener tellement de perfection. Je pense qu'il était important de retrouver un peu l'aspect, l'accident, le côté humain, le côté savoir-faire, le côté geste, le côté ainsi un peu imprévu, et garder cette compétence qui est tellement humaine par rapport aux machines, et essayer d'en faire un mariage, d'utiliser la machine sur certaines choses. Je le vois, on utilise beaucoup la machine pour plein de choses, pour des prototypes. Le métaverse va être, même si celui qu'on connaît actuellement va bien changer, va permettre d'essayer des choses avant de les fabriquer réellement. Donc va permettre un gain de temps, une économie, éviter effectivement de perdre, et ça va être beaucoup plus écologique aussi. Donc il y a plein de choses positives à l'évolution, et je pense qu'il y a déjà des captations qui sont avec le programme que l'État a lancé qui s'appelle Ghost, des captations pour essayer de récupérer des gestes d'anciens qui vont disparaître et qui n'ont pas transmis, comme des maîtres taillandiers, comme des maîtres carreleurs, des vitraillers, tout un ensemble de professionnels. Et je pense que ce serait quand même dommage d'apprendre ces métiers de la main à travers des vidéos ou à travers des VR ou des réalités immersives. Et je pense qu'on a encore aujourd'hui la possibilité de rencontrer des jeunes créateurs, et il faut absolument le faire et développer ça. Et alors, donc moi je comprends ce que tu veux dire, mais tout à l'heure tu disais que tout allait aller plus vite finalement avec l'innovation. On sait aussi que les plus jeunes aiment que tout aille vite. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, en tant que professionnel, mais surtout en tant qu'enseignant, est-ce que tu n'as pas cette frustration de te dire qu'il y a des gestes dont tu parles, il y a un savoir-faire où on ne peut pas aller vite? Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts à l'entendre, ça, en tout cas toi, par rapport à ce que tu vis au quotidien dans diverses écoles? C'est à nous de les convaincre là-dessus. C'est vrai qu'une IA, c'est 1000 milliards de mises à jour par seconde. C'est-à-dire qu'un DA, le métier de DA que j'ai connu moi, va être bouleversé. Avant, vous aviez un client, un brief, et vous apportiez une réponse créative sur ce brief, 2-3 axes. Maintenant, l'IA vous fait 50 propositions avec des 3D en quelques secondes. Donc, le métier va être bouleversé, l'approche va être bouleversée. Maintenant, effectivement, le retour au slow maker, au temps long, va avoir un sens. Et je pense que c'est important d'aborder l'approche créative différemment pour l'emmener vers des nouveaux
des nouvelles sphères. Mais oui, effectivement, ça va être complètement bouleversé. Après, je ne suis pas spécialement pessimiste. En France, on est souvent pessimiste quand on écoute des conférences, quand on discute avec des collègues, ils se disent oh, c'est fini. C'est un peu la révolution, un peu comme les chemins de fer sont arrivés et ont balayé les maréchals Ferrand, ou comme l'argentique a été balayé par le numérique. Mais on retrouve maintenant une envie de refaire de la pellicule, on retrouve l'envie de développer dans des bains. Donc je pense que on le voit de façon dans l'histoire de l'art et l'histoire de la mode. Avant, on parlait de siècles, après on a parlé des années 80, des années 70, des années 90. C'était en dizaines, maintenant on parle un an. Moi j'ai un fils de 13 ans, la mode elle passe en 2 semaines. Donc il y a un moment, de toute façon, on va être heurté à une limite de temps et on va devoir retrouver le geste, la labeur, le travail bien fait pour arriver à une satisfaction d'un résultat donné. Mais oui, je pense que le mot qu'il faut retenir de la question qui est posée du sujet de la conférence sur les métiers de la main, les métiers de l'artisanat face aux nouvelles technologies et à l'IA, c'est que le rapport de temps va être complètement bouleversé et le rapport d'apprentissage et de labeur va être à repenser. Donc ça, c'est un fait. Et par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu penses que ce soit dans une école d'art ou que ce soit dans une école de design, il n'y a pas suffisamment d'apprentissage sur le savoir-faire. Puisque c'est vrai que, alors je parle plus sur le territoire français bien sûr, mais on a tout de suite ou des écoles d'art ou des écoles de design. Est-ce que toi, tu peux nous dire si tu as cette sensation qu'il y aurait un manque de culture autour de ce savoir-faire? Et je parle vraiment des savoir-faire très précis, comme tu disais tout à l'heure, voilà, la bijouterie, la coutellerie, la céramique, le métal. Enfin, Il y a des très bonnes écoles. Il y a des manufactures de Sèvres, les Gobelins. Il y a des grands instituts qui effectivement développent les métiers d'art, mais effectivement, la grande école de joaillerie aussi. On ne peut pas avoir un jugement aussi manichéen, mais je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de ponts, effectivement, entre les métiers du numérique, les métiers du digital, les métiers de la créativité, parce que ça reste des métiers du design, c'est très large. C'est un métier, ça aborde, la culture artistique est la même au départ, culture classique avec le dessin, les volumes, et il faudrait effectivement fusionner ces ponts et pas les opposer. C'est un peu le sujet du départ. Et je trouve qu'effectivement, de fusionner des écoles, de créer des échanges ou des ponts, de faire découvrir des ateliers d'artisans, de travailler, on fait beaucoup de collaborations avec les écoles, de collaborer avec des artisans sur des pièces d'exception pour comprendre l'approche, comprendre justement la lenteur et la maîtrise du geste, parce que c'est juste beau de voir un artisan qui a plus de 10 000 heures de travail et qui exécute un geste dans une perfection, que ce soit la dentelle ou n'importe quoi, c'est quelque chose qui est... ou la peinture. Et c'est vrai que tout le monde, il faut sensibiliser nos jeunes à ça, en leur faisant comprendre que l'outil ne remplacera pas tout, et qu'effectivement, il faut pas que l'humain reste uniquement le faiseur d'idées, et que la réalisation se fasse via une machine. Je pense que... Mais je suis assez confiant, de toute façon, à toute évolution. Il y a un contre-courant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de rechercher un sens à leur création, et de revenir à quelque chose de plus manuel, avec un toucher, une frustration aussi. Il faut savoir qu'en termes de neurosciences, le cerveau n'est pas habitué à avoir de la frustration. Il est plutôt chercher l'ocytocine, une molécule qui crée le plaisir quand on caresse un chat. Donc il est plutôt une satisfaction qui est procurée par des écrans, qui est tout de suite beau, joli, avec un son. C'est plus facile, c'est plus attrayant. C'est vrai qu'un atelier sale où il faut nettoyer derrière, où il faut refaire le geste, on vous dit non, tu l'as pas, et tu passes 6 mois à faire le geste, bah, les gens abandonnent plus facilement. Par contre, la satisfaction finale est peut-être pas la même, et de fusionner, de faire un combo de ces deux-là, je pense que c'est l'avenir, et c'est important de s'orienter là-dedans. Et pour ça, il faut savoir, à nous, formateurs ou professionnels, le montrer aux gens, le montrer aux jeunes, pour que l'avenir soit plus prometteur et plus rassurant aussi pour eux, parce que les vieux comme nous, on leur fait peur en leur disant que tous les métiers vont changer, et donc c'est pas spécialement cool. Donc non, je pense que il y a plein de choses à faire encore. Et justement, c'est ce que tu as. Donc, je reviens sur cette galerie, donc qui est au 80 rue de Turenne, où donc ces masters exposent des skates.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail, parce que justement tu parlais de labeur là pour le coup. Alors tu me disais avant la conférence que les étudiants ont commencé à travailler en janvier pour exposer là en septembre, sachant que ce sont des jeunes en alternance, et que c'est pas évident puisqu'en fait ils sont très peu de temps finalement avec toi sur l'apprentissage de ce savoir-faire, hein, du produit que tu as voulu faire avec eux, et qu'en même temps ils ont énormément de travail de l'autre côté chez eux à préparer, comme les cartels, les histoires qu'ils ont inventées, parce que il y a des, enfin voilà, si vous y allez, lisez, c'est assez rigolo. Est-ce que tu peux nous en parler de ce temps de travail que tu as eu, alors au-delà de l'organisation de planning, mais surtout comment tu les as amenés à avoir ce goût et à être fiers finalement aujourd'hui de se dire je suis dans une galerie, j'expose quoi. Bah, c'est de passer au physique, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors le temps, il n'était pas évident parce qu'effectivement, ils sont en alternance. Il y a eu les vacances, ils avaient des rendus, comme tout étudiant, hein. Et c'est vrai que de se retrouver en atelier, à faire de la découpe laser, à essayer de comprendre. Certains ont rencontré des sketch-shops. On a acheté du matériel, on a eu la chance d'avoir un petit budget pour pouvoir acheter du matériel, pour essayer de voir comment se faisait un skateboard. Et ils ont abordé des thématiques, vous allez voir, ils ont abordé le Lego, ils ont abordé des choses de la culture pop, ils ont réinventé un personnage de Mad Max qui est le cousin de Furiosa, qui est un skater. Donc ils ont créé un skate en faisant appel à un ferrailleur. Donc il y a tout. Moi je voulais effectivement les faire sortir de leur zone de confort, qui est purement l'idéation et purement la conception, une belle board tendance. Et là ils ont été couper du bois, planter des clous, rencontrer des gens, pour certains souder, découper, coller. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Et j'étais assez fier qu'ils aillent au bout et qu'ils sortent de cette souris, de cet écran, et qu'ils aillent de A à Z sur un projet, et du coup qui est très design et qui aborde le savoir-faire. Donc ils ont posé plein de questions, ils ont découvert aussi que de décliner une histoire ou de décliner une communication en physique, ça demande beaucoup d'approche, donc ils peuvent le sous-traiter, et plus tard c'est ce qu'ils feront en agence. Mais là je voulais qu'ils soient à l'origine et qu'ils aillent au début de leur idée, qu'ils la pitch qui crée la narration et le synopsis de cette idée, et qu'ils aillent au bout pour après effectivement essayer de la réaliser et de la mettre en scène. C'est ça aussi qui est intéressant dans le côté exposition, c'est que souvent on oublie. Si vous travaillez, moi j'ai travaillé dans le retail, j'ai travaillé dans pas mal de choses, l'industrie pharmaceutique, les pharmacies, tout ça, les vitrines sont hyper importantes. Les gens, il y a une atmosphère, on touche les cinq sens, il y a le son, il y a la vue, il y a le toucher. C'est des choses qu'on perd un peu, donc qui reprennent du sens. Et ouais, je suis assez content de leur boulot. Ils ont bien bossé. Ok. Et donc justement, donc tout ça, ça a été pratiquement plus de 6 mois finalement de travail. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des retours de ces étudiants sur ce labeur? Est-ce qu'ils ont trouvé ça trop long, ou est-ce que tu as eu des mots? Ils me détestent. Ah, ils te détestent. Ouais, ça arrive souvent finalement chez les étudiants. Ok. Et donc 6 mois, oui, selon toi, tu as eu des retours. Ce que tu me disais avant la conférence, c'était rigolo. Tu as une jeune fille qui un jour t'avait dit que elle pensait pas que le métier de directeur artistique c'était finalement mettre les mains dans le cambouis, et que c'était ses idées à elle qui étaient imposées. Donc c'est assez rigolo de voir que tu leur as ouvert pas mal de portes. Est-ce qu'ils l'ont compris, entendu, à ton avis? C'est une question. Non, ils sont contents de leur travail. C'était content, on a été au bout, donc il y a une part de satisfaction. Après, certains m'ont dit effectivement, je pense plus à un autre étudiant qui m'a dit qu'effectivement, en tant que designer, il ne pensait pas qu'il pouvait sous-traiter. Il avait l'impression que son idée allait être volée ou réinterprétée. Il ne pensait pas qu'on pouvait collaborer et en gros faire grandir son idée. Donc c'est anecdotique, mais c'est assez important de voir l'approche et le jugement qu'ils ont. Et ils pensaient que les métiers effectivement artisanaux et les métiers de la main étaient complètement différents du métier de directeur artistique, et qu'ils n'auraient pas à collaborer. Moi, j'ai une personne que j'aimais beaucoup qui s'appelait Leila Menchari, qui a été la grande merchandising de Hermès. Et elle faisait travailler plein d'artisans en Afrique du Nord, et c'était passionnant. Elle arrivait à faire quelque chose, et justement, en gros, la rencontre, le dialogue et l'échange permettent de faire évoluer le design
avec des rencontres avec des artisans ou d'autres personnes, hein. Ça peut être des scientifiques aussi, des data analystes. C'est assez important. Je pense qu'il faut encourager, ce sera un peu la conclusion, le mot de la fin, mais encourager le dialogue et l'échange entre l'artisanat et le design, et pas les opposer. Ce que tu disais au début. Et donc en fait là, tu n'ouvres que ma dernière question. C'est que selon toi, il y aurait quand même un problème de définition finalement de tous ces métiers qui existent autour du design, parce qu'on sait que aujourd'hui, quand on parle d'un designer graphique, finalement, ça veut tout et rien dire, puisqu'il y a tellement de métiers satellites à un graphiste, et puis tellement de voies différentes. J'ai pris le graphisme, je peux en prendre plein d'autres. Est-ce que pour toi, il y a un souci quand même de définition dès le plus jeune âge? Alors, toi, tu es en enseignement supérieur, mais j'ai presque envie de demander s'il n'y a pas un souci d'orientation dans les professions du design et de l'art, où en fait, un directeur artistique, en général, si je ne me trompe pas, on ne devient pas directeur artistique en sortant de l'école. Il y a quand même un petit gap à avoir, mais que finalement, on leur donne un peu ces définitions de métiers un peu faciles, quoi. Alors, les définitions évoluent tellement vite. Il y a des nouveaux métiers se créent tous les jours, hein. Avec l'évolution technologique, ça va aller de plus en plus vite. Non, si on peut être directeur artistique en sortant après un master, bon, on est directeur artistique junior, effectivement, chose qu'il n'y avait pas à mon époque, mais comme je dis que les choses évoluent tellement vite, moi il fallait un peu de bouteille, un peu être graphiste designer pendant longtemps avant d'obtenir cette appellation. Non, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Les métiers, demain, il y aura encore un nouveau terme, un nouveau nom, ce qui est compliqué pour les étudiants à trouver un peu leur chemin. Et je pense qu'il y a des métiers inventés avec ce pont-là. Est-ce que justement, pour toi, les définitions devraient être revues? Quand je parle de définition, je parle vraiment d'orientation, où on n'a peut-être pas les bons wordings quelque part sur les professions. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reprends l'idée du graphisme, parce que je l'ai entendu avant la conférence, où j'entendais quelqu'un parler de l'univers du graphisme et qui disait oui, c'est que de l'UX et de l'UI. C'est pas que ça, à mon sens. Non, il y a plein de spécialités. Bon, après, c'est vrai que c'est un directeur artistique, c'est un mot un peu fourre-tout, hein. La première fois que j'ai dit ça, ma belle-mère, elle croyait que j'étais chorégraphe dans la danse. Donc, tout le monde est directeur artistique, hein. Dans l'automobile, il y a des directeurs artistiques. C'est très vaste. Non, il y a plein de nouveaux termes à inventer. Oui, mais ça, en France, on est très fort là-dessus. Mais le cursus derrière scolaire ne suit pas. C'est compliqué, donc c'est pour ça je pense qu'il faut redéfinir et fusionner des filières et coupler les métiers professionnels et les métiers traditionnels avec des métiers nouveaux pour essayer de créer des nouveaux métiers et pas pimper un titre ou customiser un titre parce qu'on a vu un article et que telle école fait ça ou copier telle chose. Je pense qu'il faut vraiment faire un exercice de projection et de créativité. C'est pas évident parce que personne n'a la réponse. C'est vrai que quand j'ai vu le sujet de l'intervention, je ne vais pas arriver avec une réponse toute faite, hein. J'ai autant de questions que vous. Maintenant, je suis face à des choses et je vois et je témoigne. Mais on y va tous gaiement. Ok. Alors, je pense qu'il y aura certainement des petites questions, et avant que des personnes, si elles ont envie de te poser des questions, prennent le micro, moi j'aurais une dernière question, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans justement dans ce... Ouais, c'est la question piège qui tue ça. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, en tout cas dans le métier de designer global et designer artistique, enfin directeur pardon, artistique, comment toi en fait professionnellement, parce que je sais que tu donnes ton savoir-faire à des jeunes, mais toi, comment tu t'imagines face à cette innovation, justement pour leur donner des idées moi, plus je vieillis, plus je me vois artisan. Et en gros, j'ai pas l'impression de bosser quand je crée des choses, donc je me vois pas en retraite, je me vois pas, je me vois juste. Moi, je prends mon pied dans un atelier. Vraiment, je suis enfermé dans un atelier avec des créas à imaginer, à penser, à essayer de réaliser. C'est juste un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Parce que, créer, c'est un acte qui est tellement fort, tellement puissant. Et il y a plein de nouvelles technologies à explorer, il y a plein de rencontres, il y a plein d'échanges à faire. Donc pour moi, c'est pas, il n'y a pas de fin pour moi ça. Et les nouvelles technologies permettront à n'importe qui de pouvoir créer des choses qui avant étaient inaccessibles. Et je trouve qu'effectivement, ça démocratise certaines choses. Et je me vois dans un atelier en train de créer, c'est pas mal, hein, non? Ok, donc début designer, fin artisan.
Très bien, bonne clôture de ce sujet. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jaël, des interrogations voilà, je vous incite à le faire, d'en profiter ou pas. Mais je pense que c'est bon. Je pense que, ouais, voilà. Moi, j'avais une question par rapport à l'IA. Dans ta pratique, est-ce qu'il y a des IA que tu utilises, petites, moyennes, grandes, pour quel type d'application? C'est vrai que le champ est tellement vaste. Alors nous, avec les étudiants, on utilise quelque chose d'assez connu, hein, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Runway. Déjà, on essaie de les acculturer sur l'utilisation de l'IA, pour pas qu'ils deviennent un outil de l'IA. C'est vrai qu'avant, il fallait savoir coder. Maintenant, il faut savoir prompter, donc ça démocratise la chose. Même dans le prompt, il y a plein de choses à créer. On s'aperçoit aussi que l'IA, en termes de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, ça pose un problème. Donc on essaie de les sensibiliser en disant qu'il faut que ça soit un outil, mais que derrière, il faut retravailler. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Donc principalement ça, hein, DALL-E Midjourney. Déjà, ça évolue tellement vite. Déjà, à savoir l'utiliser intelligemment, en conscience surtout. C'est pas subir le logiciel. Avant, on disait pas subir vos prestataires. Maintenant, c'est pas subir le logiciel et c'est compliqué parce que le logiciel offre tellement de possibilités, il est tellement sexy que des fois, on a envie de s'arrêter à ça. Alors, je leur dis non, va plus loin, mais maintenant, passe à une impression, passe à de l'encre ou passe à des choses pour réinterpréter Et c'est un vrai enjeu, donc c'est un nouvel apprentissage. C'est assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On va peut-être se passer le micro de... Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez parlé de collaborer, de faire grandir les idées, puis de collaborer aussi entre les écoles, entre les domaines. Je me demandais si vous étiez au courant, s'il y avait des nouvelles idées, des nouvelles collaborations entre les écoles de psychologie puis les écoles de design, tout ce qui est dans justement la mise en forme de qu'est-ce qui pourrait être perçu par l'esprit. Est-ce que vous êtes au courant des choses qui se font à ce niveau-là? Alors à ce niveau-là, c'est pas mon champ de compétences. Dire des fusions entre des écoles abordant la psychologie et le design. Alors nous, on a travaillé beaucoup sur la couleur, hein, la symbolique de la couleur dans le design, beaucoup de choses autour de ça. Sur la psychologie, non, je pense que je ne serais pas le plus à même à vous répondre. J'aurais trop peur de vous dire des bêtises. Mais je pense que les ponts sont à faire partout et il doit y avoir des possibilités, hein. Certains élèves travaillent sur du design sensoriel pour aménager par exemple des espaces médicaux, pour rassurer des patients, rassurer des jeunes enfants. C'est vrai que la peur du dentiste et tout ça, on joue sur des scénographies, donc c'est plus du design d'espace là. Et on va jouer sur pareil la perception des sens, donc sur la lumière, de la couleur, et il y a des formes de design plus rondes, plus douces. On va éviter les choses anguleuses, les choses donc après ça rentre dans une certaine psychologie, mais c'est voilà le design sensoriel plutôt on aborde. Après sur des choses ou des ponts entre la psychologie, il doit y en avoir certainement. Nous on s'arrête surtout sur le design d'espace pour créer un environnement qui répond à une demande, à un brief et qui crée une sensation d'apaisement ou qui répond à la demande du client ou au besoin. Ouais. Intéressant, merci beaucoup. Oui, alors, donc par là-bas, le micro. Merci. Donc, vous avez parlé que le design, ça évolue aujourd'hui de jour en jour, d'année en année, mais aussi d'un travail de labeur, de temps long. Est-ce qu'il y aurait un moyen de trouver une harmonie entre ces deux-là sans que notre design devienne, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, de has-been, de démodé ou de vieillot? Bonne question. Un peu salaud quand même, parce que la réponse c'est pas évidente là. Je me la pose tous les jours. Oui, il faut dire oui, sinon on arrête. Oui, je pense qu'il faut. Alors, les maîtres mots sont un peu toujours les mêmes, c'est la curiosité. Je pense que si vous êtes curieux et que vous avez envie, vous arriverez à trouver quelque chose qui n'est pas redondant. C'est vrai que maintenant,
Alors déjà avant, il fallait connaître, s'acculturer pour connaître ce qui se faisait, pour pas reproduire ce que faisait un autre designer. Bon, maintenant, l'IA, avec 1000 milliards de mises à jour par seconde, elle vous sort des trucs que vous n'avez même pas pensé. Ou quand vous êtes content de votre idée, bah, vous cherchez un peu, elle est déjà sortie. Donc je pense qu'il ne faut pas se frustrer avec ça. Il faut écouter. Il faut que le design, ça vienne du cœur. Il faut que ça... le design, c'est censé transmettre des émotions, de partager des émotions. Donc je pense que tant que vous le faites avec honnêteté et que vous prenez plaisir à le faire, vous allez donner du plaisir. Après, il ne faut pas se frustrer en disant « Ah, mais ça, maintenant, ils font ça, je ne suis pas à la hauteur », parce que dans ces cas-là, vous allez passer votre temps à apprendre sans pratiquer. Et je pense qu'il est important, quand on apprend, d'être dans l'échec. Le meilleur des diplômes, c'est l'échec. Le faire, se tromper, recommencer. Faire, se tromper, c'est le meilleur combo. Et c'est vrai que maintenant, on a peur de se tromper, ou on ne veut plus se tromper. On va aller vers la facilité, et ça ne rend pas service, ça ne fait pas des beaux designs. Ça fait des designs sans sens, aseptisés. Donc je pense qu'il faut, il faut se tromper, se planter, et recommencer, et prendre plaisir. L'important, c'est qu'on aime ce métier. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un métier qui les épanouit parce qu'ils cherchent peut-être la sécurité ou de l'argent. Les designers font ça avec les tripes, ils font ça par passion. Et je pense que donc, tant que vous gardez ça, vous aurez forcément des moments de succès. Il y aura des échecs, des remises en cause. Mais tant que vous le faites avec vos tripes et votre plaisir, vous trouverez votre voie, vous trouverez votre combo. Alors ça évolue très vite, c'est une chance, alors ça vous perd. C'est vrai que les jeunes sont perdus dans la multitude de choses. Bah, revenez peut-être à l'essentiel, revenez peut-être à des choses plus artisanales. Et vous allez voir qu'avec votre vision, votre créativité et votre jeunesse, vous allez l'amener vers quelque chose que le maître artisan n'aurait jamais pensé. Donc je pense qu'il y a plein de voies hyper positives. Et il faut rester positif sur ces nouveaux outils qui vous permettent de faire des choses incroyables. Moi, je vois les rendus que j'avais quand j'étais étudiant et les rendus que vous faites maintenant, je suis hyper jaloux, quoi. Mais c'est hyper bien, vos parents sont hyper fiers. Ils disent, c'est toi qui as fait ça? Je fais, ouais, même moi, je fais, bah ouais, il a fait ça. Non, c'est top. Donc non, il faut le voir de manière positive. Mais ouais, des fois, quand vous ne savez pas où chercher, allez voir un petit artisan, discuter avec un fleuriste. Hein. Le design floral est un truc incroyable. Moi, j'ai toujours détesté les fleurs jusqu'au moment où je me suis mis à travailler avec les plus grands designers et qui créaient des décors et des choses avec des fleurs. Ils l'abordaient comme un pigment. Et du coup, ça m'a fait fermer mon claquet sur les fleurs. Je les respecte énormément maintenant. Donc, je pense qu'il faut être curieux. Voilà. Découvrir, sortir de sa zone de confort, ça, c'est quelque chose qui en tant que designer, est hyper important. Et puis, Merci. Être has-been, finalement, peut-être que c'est une forme de design aussi. Ça peut. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Soyez pas timide. Il va pas vous manger. Non, rien, tout va bien. Bon. Mais écoute, Jaël, merci. Merci beaucoup Merci à vous. Merci pour à toutes toi. les réponses que tu as pu leur apporter et m'apporter et tous ceux qui sont en ligne. Et puis, belle continuation à toi en tant qu'enseignant à l'ESDAC et évidemment professionnellement. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup et rendez-vous donc aux 80 rue de Turenne pour aller voir l'exposition de mes étudiants.